Et si un petit pays au bout de l'Europe avait redessiné la carte du monde? Un pays de 1 million d'habitants, à peine sorti du Moyen Âge, qui en moins d'un siècle a relié les 4 continents, changé le commerce mondial et déclenché l'ère de la mondialisation. Son nom, le Portugal, et son arme, la mer. Au XVe siècle, le Portugal se lance dans une aventure que personne n'ose encore imaginer. Traverser les océans pour atteindre l'inconnu. Sous l'impulsion de la royauté, des marins, des cartographes et des rêveurs embarquent vers l'Afrique, l'Inde, le Brésil, l'Asie. Ce n'est pas qu'une histoire de conquête, c'est une révolution scientifique, technologique et culturelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment le Portugal a non seulement changé sa propre destinée, mais aussi celle du monde entier. Au début du XIIe siècle, l'Europe ignore presque tout de ce qui se trouve au sud du Sahara ou au-delà de l'Atlantique. Mais un homme, le prince Henri du Portugal, que l'histoire surnommera plus tard le navigateur, va changer le destin d'un pays et ouvrir les routes du monde. Contrairement à ce que son surnom laisse penser, Henri ne naviguait pas lui-même. Mais il était un stratège, un mécène, un visionnaire. Installé à Sagres, au sud du Portugal, il crée ce qui est souvent considéré comme la première école de navigation du monde. Là, il rassemble des marins, des cartographes, des astronomes, des constructeurs de navires. Ensemble, ils perfectionnent la caravelle, ce bateau léger et maniable, capable de remonter le vent et d'affronter les hautes mers. L'objectif d'Henri est clair: contourner l'Afrique pour atteindre l'Inde par la mer, en évitant les routes terrestres contrôlées par les Ottomans et les Italiens. Mais avant cela, il faut comprendre l'océan, cartographier les vents, repérer les courants. Les premières expéditions portugaises longent donc prudemment les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Chaque avancée est une victoire. En 1434, Gil Haens franchit le cap Bojador, que les marins redoutaient depuis l'Antiquité. Ce franchissement marque un tournant psychologique. Désormais, rien ne semble impossible. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette course maritime, il y avait aussi une quête mystique, celle du légendaire royaume du prêtre Jean, un royaume chrétien que les Portugais croyaient caché en Afrique. L'exploration portugaise mêlait donc ambitions économiques et espérances religieuses. Henri meurt en 1460 sans avoir vu l'Inde, mais grâce à lui, les Portugais ont déjà posé les bases d'un empire commercial global. Des dizaines de marins portugais formés à Sagres continueront la route vers le golfe de Guinée, puis jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Henri n'a pas découvert de terre, mais il a construit le rêve d'un monde connecté par la mer. Et ce rêve, bientôt, deviendra réalité. Dans les années qui suivent la mort d'Henri le Navigateur, les marins portugais poursuivent leur lente mais méthodique exploration de la côte africaine. Le royaume du Portugal, bien que petit, déploie une énergie démesurée pour franchir les limites du monde connu. Les expéditions avancent cap après cap, établissant des relations commerciales, collectant des informations et surtout posant les fondations d'un réseau maritime inédit. Au XVe siècle, les Portugais atteignent le Sénégal, la Gambie, puis le golfe de Guinée. Ils y découvrent des royaumes puissants, bien structurés, comme le Mali ou le Bénin. Les échanges débutent autour de l'or, de l'ivoire, puis rapidement des esclaves. En 1444, le premier convoi d'esclaves est ramené à Lagos, au Portugal. C'est le début d'un commerce tragique qui marquera le monde pendant des siècles. Pourtant, dans l'esprit des Portugais de l'époque, cette expansion est aussi une mission religieuse, convertir les païens à la foi catholique et affaiblir l'islam qui contrôle le nord du continent. Mais cette conquête ne se fait pas que sur la terre, elle est aussi technologique. Les navigateurs apprennent à lire les courants marins, comme le courant de Guinée, ou à tirer profit des alizés. Ils perfectionnent les cartes nautiques, appelées portulans, fin des exploitations portugaises et les expos 600 technologiques, et intègrent peu à peu les données venues d'astronomes arabes et juifs, notamment pour l'usage de l'astrolabe. Un fait peu connu.
Avant même de rêver d'Inde ou du Brésil, les Portugais établissent une base aux îles du Cap-Vert, puis en Angola et au Mozambique. Ces terres, loin d'être de simples escales, deviennent des points névralgiques du futur empire. Vers 488, Bartholoméo Dias accomplit ce que l'Europe croyait impossible, il double le cap de Bonne-Espérance à l'extrême sud de l'Afrique. Ce cap, surnommé autrefois le cap des tempêtes, devient la clé d'un monde nouveau. Grâce à lui, les Portugais peuvent enfin envisager de contourner l'Afrique et de rejoindre les richesses des Indes. Ce n'est plus seulement une exploration, c'est un basculement global. La mer cesse d'être une frontière pour devenir une autoroute commerciale, religieuse et militaire. Et le Portugal est désormais en tête de la course. En 1498, un événement bouleverse l'histoire du monde. Vasco de Gama atteint Calicut, sur la côte de l'Inde. Pour la première fois, une puissance européenne parvient en Asie sans passer par les routes terrestres dominées par les Ottomans ou les Vénitiens. Le Portugal vient d'ouvrir la route maritime des épices, et avec elle, une ère de domination mondiale. Ce voyage n'est pas une promenade. Vasco de Gama affronte les tempêtes au large du Mozambique, négocie âprement avec les rois locaux et fait face à une concurrence féroce de marchands arabes déjà bien installés dans l'océan Indien. Mais il réussit, et son retour, chargé d'épices précieuses comme le poivre ou la cannelle, rapporte des fortunes à Lisbonne. La couronne portugaise comprend immédiatement le potentiel de cette nouvelle route. Le roi Manuel Ier envoie alors une série d'expéditions armées. C'est le début d'un empire commercial et militaire qui s'étend de Goa, en Inde, jusqu'à Macao, en Chine, en passant par Malacca et les Moluques. À Goa, les Portugais installent une administration, des églises, une imprimerie et imposent leur autorité par la force. Le commerce, mais aussi la religion et la culture, s'exportent par les canons et les croix. Un détail souvent ignoré, les Portugais seront les premiers Européens à poser le pied au Japon en 1543. Ils y introduisent le fusil à mèche qui changera profondément les guerres civiles nippones. Et c'est également eux qui fonderont Macao, seule colonie européenne en Chine jusqu'au XXe siècle. Mais cette domination n'est pas totale. Les Portugais ne cherchent pas à conquérir les territoires en profondeur, mais à contrôler les ports stratégiques. Ils créent une chaîne de comptoirs fortifiés appelée Feitoria, qui leur permettent de maîtriser les flux commerciaux entre l'Orient et l'Europe. La mer devient leur empire, et Lisbonne, une capitale planétaire. En quelques décennies, un petit royaume périphérique s'est hissé au sommet du monde. Mais cette expansion aura un prix, payé par des millions de vies à travers l'Asie et l'Afrique. En 1700, une flotte commandée par Pedro Álvarez Cabral, censée poursuivre la route vers l'Inde, dévie vers l'ouest et touche une terre inconnue. Ce territoire luxuriant, immense, peuplé de centaines de tribus autochtones, sera baptisé Terra de Veracruz, puis Brésil, en référence au bois brésil, une essence précieuse à la teinte rouge. Par un jeu d'alliances et de traités, notamment le traité de Tordesillas, signé avec l'Espagne en 1494, cette terre revient officiellement au Portugal. Mais la découverte n'en est pas une pour ceux qui y vivent déjà depuis des millénaires. Rapidement, les Portugais installent des comptoirs côtiers et exploitent les ressources locales. D'abord le bois, puis le sucre, qui devient la véritable manne de la colonie. Pour cultiver la canne à sucre, les colons réduisent les populations indigènes en esclavage. Mais face à la mortalité élevée et aux résistances, ils se tournent de plus en plus vers l'Afrique. Des millions d'Africains seront arrachés à leurs terres et envoyés de force au Brésil, qui deviendra le plus grand port de destination de la traite négrière. La colonisation transforme profondément le Brésil. Ses langues, sa religion, son architecture, ses structures sociales. Les missions jésuites tentent d'évangéliser les peuples indigènes, parfois en protégeant, parfois en détruisant leur culture. Le territoire s'étend peu à peu vers l'intérieur, bien au-delà de la ligne fixée par Tordesillas. L'Amazonie, les plateaux du Minas Gerais,
les côtes du nord-est, tout devient territoire portugais. Ce que l'on sait peu, c'est que le Brésil deviendra plus tard le cœur même de l'Empire portugais, allant jusqu'à accueillir le roi du Portugal lui-même, Dom Juan VI, qui y fuira les troupes napoléoniennes en 1808. Une colonie devenant métropole, un renversement sans précédent dans l'histoire des empires européens. Cette découverte est donc une fracture. Pour l'Europe, une source inestimable de richesse. Pour l'Amérique et l'Afrique, un cataclysme démographique, culturel et humain. Le Brésil est devenu le pilier de l'empire lusitanien, mais au prix d'un profond déséquilibre mondial. La mondialisation coloniale portugaise prend ici toute sa mesure. Elle ne relie plus seulement les continents, elle les restructure. Quand on parle des grandes puissances coloniales, on pense souvent à l'Empire britannique ou à l'Espagne. Pourtant, c'est le Portugal qui, le premier, a relié les continents, instauré un commerce mondial et diffusé son influence aux quatre coins de la planète. Ce petit royaume atlantique a été le précurseur d'un monde interconnecté, un monde où les marchandises, les idées, les religions, mais aussi les conflits et les oppressions circulent sans frontières. Lisbonne devient dès le XVIe siècle une plaque tournante du globe. Poivre de Calicut, or de Guinée, esclaves d'Angola, sucre du Brésil, porcelaine de Chine, soie de Macao, tout transite par les ports portugais. Le monde n'est plus morcelé, il est devenu un système planétaire et le Portugal en est la première interface. Mais l'impact n'est pas que commercial. Les langues portugaises se répandent en Afrique, en Asie, au Brésil. Des villes comme Goa, Luanda, Salvador, Macao portent encore les traces visibles de cette influence. Le catholicisme portugais, porté par les missionnaires, s'impose dans des régions entières, parfois au prix d'éradication violente des cultures locales. Aujourd'hui encore, le portugais est parlé par plus de 260 millions de personnes. Ce qui en fait la 6e langue la plus parlée au monde, une langue née d'un petit royaume, devenu par la mer un géant. L'héritage est aussi plus sombre. Le modèle portugais du commerce triangulaire, mêlant esclavage, exploitation et domination maritime, sera repris et amplifié par d'autres puissances européennes. Le Portugal a ainsi non seulement ouvert des routes, mais aussi des modèles impériaux copiés puis industrialisés. Au XVIIIe siècle, l'Empire portugais commence à décliner, mais les structures qu'il a mises en place resteront. Le Brésil obtient son indépendance, mais reste lusophone. Les anciennes colonies en Afrique ne retrouveront leur liberté qu'au XXe siècle. Macao ne reviendra à la Chine qu'en 1999. Ce que le Portugal a changé, ce n'est pas seulement la géographie du monde, mais sa dynamique. Grâce à ses explorateurs, ses cartes, ses ports, il a lancé une onde qui n'a jamais cessé de se propager. Aujourd'hui encore, la mondialisation porte l'empreinte d'une caravelle. Les grandes découvertes portugaises n'étaient pas seulement des aventures héroïques ou des conquêtes économiques. Elles ont ouvert des routes, connecté des continents et lancé un mouvement global qui façonnera les siècles à venir. En quelques décennies, le Portugal est passé d'un royaume de pêcheurs à une puissance mondiale. En maîtrisant un outil que les autres n'avaient pas encore compris, la mer. Mais cet âge d'or a eu un coût. L'expansion portugaise s'est aussi accompagnée de domination, d'esclavage, de violence culturelle. C'est une histoire de lumière et d'ombre. Pourtant, une chose est certaine, le monde moderne ne serait pas ce qu'il est sans cette époque de voiles et de vent. Alors, la prochaine fois que tu regardes une carte du monde, pense à ces caravelles qui, en partant de Lisbonne, ont tracé les premières lignes du globe tel qu'on le connaît aujourd'hui.